Je suis très heureux d'être présent ici, très touché et très ému, puisqu'effectivement, il y a maintenant plus de 35 ans, j'étais dans cette assistance, j'étais tout jeune, je courais au séminaire de René Dyadkine, et donc j'ai été formé par René Dyadkine, mais également Gérard Lucas, Michel Audy. J'ai fréquenté leurs enseignements, ils ont été mes superviseurs, et donc je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté. Et je veux dire à Denis Ribas que j'ai raté le concours d'entrée à l'éducation à l'école normale. Quand j'avais 18 ans. Bon, je commence l'exposé un petit peu long, voilà, on verra si vous soutenez l'attention. C'est plutôt un exposé épistémologique et historique sur les problématiques. Alors, je commence par une petite vignette clinique. Je reçois en consultation un cabinet libéral, Loïc, 9 ans, et ses parents, adressé par le CMPP et le Centre ressources régionales des troubles spécifiques des apprentissages, où il a été examiné, et ce en vue d'une psychothérapie. Le CMPP a une trop longue liste d'attente et me l'adresse à la suite du Centre ressources. Le père, présent et impliqué dans la consultation, m'explique d'emblée « Loïc est dyslexique, dysorthographique, dyspraxique, mais en plus, on nous a dit qu'il avait des anxiétés, ça nous a achevés. » La suite montrera que ce n'était pas une plaisanterie, ce que j'ai cru au départ. Le diagnostic de comorbidité, trouble anxieux, délivré par le Centre ressources, était beaucoup moins bien toléré que celui de multidys, et les parents ne consultaient un psychologue que recommandé par l'autorité médicale, alors que leur fils était suivi en orthopsie, en orthophonie, bientôt en psychomotricité. Lors de la première consultation, Loïc me parla abondamment des multiples craintes d'accidents de voiture concernant chacun des membres de sa famille. Nul traumatisme lié à un accident préalable, simplement chaque déplacement, c'est-à-dire séparation d'un membre de la famille, se soldait par une disparition violente par accident. Je n'ai pas pris cet enfant en psychothérapie, je les ai suivis en consultation thérapeutique familiale, exploré les 1001 raisons pour lesquelles cet enfant présentait une anxiété de séparation pathologique, avant que le premier confinement ne referme la porte de mon cabinet et des interrogations anxieuses sur les anxiétés. Il avait cependant suffisamment bien évolué pour que, renseignement pris, j'accepte un arrêt et une mise à disposition. Cet exemple illustre bien l'état des lieux actuels en matière de psychiatrie et de psychopathologie de l'enfant, spécialement en matière de troubles, spécifiques ou non, des apprentissages, ainsi que le succès du vocable troubles neurodéveloppementaux et du paradigme neuroscientifique qui le sous-tend, bien mieux toléré par le public que la psychopathologie, du fait du déni généralisé du monde interne par nos concitoyens. Pour autant, nous pouvons aujourd'hui tout aussi bien constater que la mise à l'index de la psychopathologie aboutit aux mêmes errances de diagnostic et de prise en charge que celles dénoncées il y a une vingtaine d'années. Nous voyons arriver tardivement des enfants longuement suivis en rééducation diverse, mais celles-ci stagnent. Les effets attendus ne surviennent pas ou encore s'avèrent instables, ou encore la relation avec les rééducateurs, les enseignants et les parents s'enlise dans un rapport de force à connotation sadomasochiste, susceptible de déboucher sur des troubles du comportement, alors que les troubles psychiques, les anxiétés, n'avaient pas suffisamment été prises en compte, pas plus que la subjectivité de l'enfant troublé dans ses apprentissages. Aussi, je milite, avec mes collègues de clinique des apprentissages, certains sont là, pour une approche clinique et psychopathologique raisonnée des troubles des apprentissages et des troubles instrumentaux qui les sous-tendent. Alors, je diviserai mon exposé en 3 points. Un rappel historique de la situation, aboutissant à cette disqualification de la psychopathologie clinique psychanalytique, et ce, bien au-delà de la seule question des troubles des apprentissages. Ce n'est pas seulement la psychanalyse qui est disqualifiée, c'est les sciences humaines et sociales et la pensée de la complexité. Deuxièmement, une tentative de compréhension sociale et culturelle de cette évolution vers la prédominance d'un modèle neurologique des troubles des apprentissages, très largement sous-tendu dans les textes officiels, déterminant les politiques publiques, texte où s'exprime à plein l'idéologie néolibérale contemporaine. Et enfin, une évocation de quelques travaux psychopathologiques contemporains, qu'ils soient de recherche ou plus directement cliniques, et qui mettent l'accent sur un noyau psychopathologique commun à ces troubles, plus exactement une psychopathologie narcissique assez fréquente. Alors, quelques éléments d'histoire. Pour ce qui concerne les troubles des apprentissages, ou encore troubles 10, il est intéressant, à quelques dizaines d'années d'intervalle, d'en étudier les glissements progressifs dans les définitions et les conceptions. D'une approche essentiellement descriptive et sans référence étiologique dominante dans les années 60-70,
à la suite des travaux des pionniers du XIIIe sur les dyslexies et dysorthographies, ou encore de Ajuria Guerra, puis Jean Bergès sur les dyspraxies. Les dys sont devenus peu à peu synonymes de troubles et, avec le glissement de sens connu, de maladies neurodéveloppementales, disorders, disease. Citons rapidement 5 dates importantes dans ce changement de paradigme. Je me suis évertué dans certains travaux à essayer de resituer comment ça s'est passé. Dans les années 2000, à la suite du rapport Ringard-Weber, qui signalait non sans raison l'insuffisance de la prise en charge correcte des dyslexiques, le cadre législatif a changé, mais le modèle neurocognitif est devenu dominant à l'éducation nationale, imprimant des conceptions et des pratiques univoques. Ainsi, la circulaire du 4 mai 2001 déclare que les troubles spécifiques du langage oral et écrit, dysphasie, dyslexie, sont institués dans l'ensemble plus vaste des troubles spécifiques des apprentissages, qui comportent aussi les dyscalculies, les dyspraxies et les troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité. Ces troubles sont considérés comme primaires, c'est-à-dire que leur origine est supposée développementale, indépendante de l'environnement socioculturel d'une part, et d'une déficience avérée ou d'un trouble psychique d'autre part. J'y reviendrai pour le commenter tout à l'heure. Deuxième temps, le rapport de l'INSERM de 2007 sur les troubles du langage se situe dans la même lignée que celui-ci, décrié de 2006 sur le trouble des conduites. Il fera pourtant autorité par la suite, malgré une conclusion extrêmement ambiguë. Il recommande la complémentarité des approches neurocognitives et cliniques, résumée de façon lapidaire en 20 lignes, mais il donne une définition étiologique et pas seulement descriptive de ces troubles, qui exclut de facto les facteurs psychologiques et pédagogiques. On veut bien admettre un modèle polyfactoriel, mais le rapport est construit à partir d'une définition catégorielle qui implique une conception monocausale. En proposant un objet trouble des apprentissages spécifiques, il soutient en creux l'idée d'un apprentissage lui aussi spécifique, modulaire, indépendant d'un enseignement. Puis les troubles neurodéveloppementaux débarquent à la fin des années 2010. Ils sont issus d'un manuel de Michael Ruther qui, selon Bruno Falissard, trouve ainsi sa revanche avec les psychanalystes qui l'avaient contesté dans les années 80-90 à propos de l'autisme. Ils sont aussitôt intégrés dans le DSM-5, mais n'apparaissent pas dans le glossaire, un comble. Il faut donc consulter la définition de la CIM 11 pour y comprendre qu'il s'agit d'une escroquerie épistémologique. Je cite la CIM, si vous y comprenez quelque chose. Les troubles neurodéveloppementaux sont des troubles comportementaux et cognitifs apparaissant durant la période de développement qui impliquent des difficultés significatives dans l'acquisition et l'exécution des fonctions spécifiques intellectuelles, motrices ou sociales. Bien que les déficits comportementaux et cognitifs soient présents dans de nombreux troubles mentaux et du comportement, qui peuvent apparaître durant la période du développement, par exemple schizophrénie, troubles bipolaires, seuls les troubles dont les symptômes de base sont neurodéveloppementaux sont à inclure dans ce regroupement. L'étiologie présumée des troubles neurodéveloppementaux est complexe et dans de nombreux cas particuliers est inconnue. Troubles du neurodéveloppement impliquerait qu'il s'agisse de troubles neurologiques, du développement du neuro, ou du moins des conséquences comportementales de ces troubles neuraux. Et alors pourquoi ne sont-ils pas classés dans la neurologie ? Mais on nous dit bien que l'étiologie est complexe et ou inconnue. De toute façon, politique et grand public ne reconnaîtront que le neuro dans le neurodéveloppement. C'est dans l'air du temps, ça fait savant, même si on n'y comprend rien. Puis le rapport de la Haute Autorité de Santé intitulé « Comment améliorer le parcours de santé d'un enfant avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages » radicalise le mouvement général. Il s'appuie d'emblée sur la définition du DSM-5. Les troubles spécifiques du langage, appelés communément troubles 10, sont la conséquence de troubles cognitifs spécifiques neurodéveloppementaux et le rapport priorise les interventions. Même si le recours au psychologue ou au pédopsychiatre n'est pas invalidé, dans les cas complexes de niveau 3, jamais en première intention, la bonne solution thérapeutique réside dans la remédiation cognitive ou la rééducation appuyée sur une modélisation neurocognitive d'un trouble primaire monocausal d'origine neurodéveloppementale. Alors, une nouvelle escroquerie épistémologique, c'est que le trouble 10 n'est plus le trouble lui-même. La dyslexie, c'est dysalexie, c'est le trouble d'apprentissage de la lecture. Mais là, c'est devenu la conséquence d'un hypothétique trouble du neurodéveloppement. Enfin, l'arrêté du 10 mars 21 qui entérine dans le dur législatif cette orientation et fait des recommandations de la HAS des obligations.
Il est clairement dit que les approches recommandées s'appuient sur des thérapies cognitivo-comportementales, de la remédiation neuropsychologique et cognitive et de la psychoéducation. La messe semble dite, et cela ressemble fort à ce qui s'est passé en Angleterre, où le NICE, l'équivalent de Pôle emploi, a sous-traité au TCC le soin apporté aux chômeurs dépressifs, sous-entendu chômeurs parce que dépressifs, et coûtant beaucoup d'argent, et non l'inverse. Le paradigme neuro repose ainsi sur une méthode expérimentale, qui par définition ne traite que d'objets isolés les uns des autres, et construit des fonctions et des troubles spécifiques, avec comme conséquence des praticiens spécifiques, eux-mêmes isolés les uns des autres, au sein de plateformes, au détriment d'une approche psychopathologique globale, celle qu'incarnait jusque-là la pédopsychiatrie. D'un côté, le cerveau lit dans un laboratoire, d'un autre côté, des enfants lisent dans un environnement culturel donné. Un des effets de la domination du paradigme neuro, particulièrement médiatisé et valorisé comme scientifique, concerne le rabattement des difficultés des apprentissages au sens large sur les troubles spécifiques des apprentissages, spécifiques signifiant qui ne peut être expliqué par autre chose que lui-même. Exit ainsi les facteurs psychologiques et pédagogiques, qui expliquent pourtant encore la majorité des difficultés ou échecs dans l'acquisition de la lecture, et exit la psychopathologie, ce qui a des conséquences pratiques majeures. Dans la pratique quotidienne actuelle, les prédiagnostics sont effectués par les enseignants et les parents eux-mêmes, avec pour effet d'envoyer vers les neuropédiatres ou les rééducateurs, et dans la visée de saisir la MDPH afin de solliciter des compensations au handicap ou encore de mettre en place une AVS. Ces troubles sont donc devenus l'objet des seuls rééducateurs formés à la neuropsychologie, seule discipline devenue compétente en la matière. Les psychologues de l'éducation nationale, pourtant formés à la pratique d'un bilan psychologique approfondi, se voient réduits à effectuer des QI, et les pédopsychiatres sont cantonnés à remplir des dossiers pour la MDPH, afin que les patients profitent des compensations justifiées par leur handicap. Enfin, les psychothérapeutes sont invités, éventuellement, à soigner la comorbidité, donc les troubles anxieux, dépressifs, l'agitation, comorbidité conçue comme une conséquence des troubles en question. Psychopathologie dès lors secondaire au dysfonctionnement cognitif primaire. Il faut ainsi réduire le déficit secondaire en confiance et en estime de soi, ce qui par nos temps néolibéraux est un handicap majeur dans la course à la performance et au bonheur individuel. Alors qu'on m'entende bien, je ne nie pas du tout l'intérêt des neurosciences dont les avancées constituent un indéniable progrès scientifique. Je ne nie pas non plus le fait que d'éventuelles difficultés maturatives, neurophysiologiques, d'origine génétique, puissent intervenir dans la genèse ou la pérennisation de certains troubles instrumentaux. Mais je critique la récupération et l'utilisation parfois totalitaire de ce paradigme, sa méconnaissance de la psychopathologie clinique, ses tendances parfois réductionnistes, sa prétention déterministe linéaire, son essentialisme et sa croyance dans une incurabilité stricte, 10 un jour, 10 toujours, en dépit des avancées des neurosciences elles-mêmes qui valorisent les notions de plasticité cérébrale et d'épigénèse interactive. Les acteurs ne sont d'ailleurs pas nécessairement tous responsables de cette évolution, les plus sérieux d'entre eux faisant valoir les limites de leur approche. Par exemple, Monique Plaza, qui était chercheuse en neurosciences et clinicienne, et qui disait « Il faut tenir compte de la richesse de l'expérience de l'enfant, qui ne se réduit ni à ses gènes, ni à son cerveau, ni à ses fantasmes originaires, ni à son Oedipe, mais qui articule ceci et cela. » Donc il nous paraît peu conforme à la clinique, et donc peu scientifique, de soutenir l'indépendance des troubles développementaux, instrumentaux, cognitifs, dit-on aujourd'hui, et des apprentissages, d'une part de la relation avec l'environnement, familial, pédagogique, et d'autre part du reste de la vie mentale, telle que peuvent la décrire et la théoriser la psychopathologie clinique et la psychanalyse. Il y a ici un malentendu profond, car l'approche psychopathologique contemporaine ne se réduit ni à la proposition d'une étiologie dite psychogénétique, perspective étiologique avec laquelle elle est sciemment confondue par ses détracteurs, qui nous accusent ainsi d'accuser les parents, et elle ne se réduit pas non plus à l'étude de l'affectivité, terme un peu désuet et imprégné d'une connotation négative, isolée de la dimension cognitive. La psychopathologie est davantage une théorie, une pratique du soin, coordonnée à toutes les formes de souffrance psychique, quelle qu'en soit l'origine. Elle s'occupe d'un enfant dans une perspective holistique, globale, et fait l'éloge de la complexité, ce dont ne veulent plus nos concitoyens et nos politiques.
Alors comment comprendre cette évolution? Bon, la conception neuropsychologique, elle est en vogue auprès des parents, des enseignants, elle permet une forme de déresponsabilisation et de déculpabilisation, mais il importe de la réinsérer, du point de vue de l'épistémologie, dans la niche anthropologique, culturelle et idéologique dans laquelle elle s'est développée, celle de l'hypermodernité, dans ses liens au néolibéralisme et à l'idéologie gestionnaire. Un trouble isolé, un traitement, une procédure, simple et rapide, un coût, pas de contexte psychosocial, une médicalisation, voire judiciarisation de l'existence. Alors un minimum d'analyse va nous montrer que le réductionnisme neuro rencontre habilement l'intolérance grandissante du public vis-à-vis de sa propre conflictualité psychique, son intériorité, sa subjectivité, comme dans le cas de Loïc, et sa propension à une expression de soi toujours plus narcissique et externalisée. De plus, il véhicule à son insu une idéologie naturaliste et des fantasmes narcissiques assez partagés du point de vue social qui limitent la place de l'autre dans le processus d'apprentissage. Le sujet se fait seul, voire est auto-engendré. Je reprends un peu longuement, mais c'est quand même vraiment important, l'exemple de la formulation du bulletin officiel de l'éducation nationale que j'ai cité plus haut, et qui stipule donc que ces troubles sont considérés comme primaires, c'est-à-dire que leur origine est supposée développementale, indépendante de l'environnement socioculturel d'une part, et d'une déficience avérée ou d'un trouble psychique d'autre part. Alors cette formulation, elle est reprise pour partie de la CIM-10, mais elle est déformée. La CIM-10, à l'époque, elle dit à propos de la dyslexie, la caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de l'acquisition de la lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle ou à une scolarisation inadéquate. Le trouble s'accompagne souvent de troubles émotionnels et de perturbations du comportement pendant l'âge scolaire. Donc on voit le glissement, non imputable exclusivement, et sa compagne sont devenus, dans le texte, indépendants. On touche ici les présupposés scientistes et idéologiques, eux-mêmes sous-tendus par certains fantasmes mégalomaniaques. Comment un apprentissage, et donc son trouble, particulier de la lecture, qui par définition implique une relation entre un apprenti et un maître d'apprentissage, unis par une tâche d'enseignement, pourrait-il être indépendant de l'environnement? Sauf à penser que celui-ci puisse se réaliser de façon naturelle, dans l'indépendance complète à l'autre. N'est-ce pas au fond le rêve de l'enfant en mal d'apprentissage? Se passer de l'autre, enseignant, parent, pour éviter d'avoir à souffrir et à ressentir un sentiment d'insuffisance et d'incompétence représenté par celui qui sait. Il y a une collusion entre un modèle réducteur et l'enfant troublé pour dénier certaines évidences, soit les liens entre le symptôme, le monde interne et les relations. Ce refus narcissique de la transmission par l'autre interroge également le refus contemporain de la dépendance à autrui et les valeurs d'autonomie, d'efficacité, de compétence et leur exhibition, dimension psychique particulièrement sollicitée à l'école. Bon, je vais sauter un passage de mon exposé, vous renvoyant donc à une très belle analyse qui a été effectuée par Martin Pavelka dans un récent article de la psychiatrie de l'enfant, donc où il montre évidemment les accointances, les liaisons qu'il y a entre le néolibéralisme, les politiques publiques et puis la psychologie moderne et scientifique, psychologie ou la psychiatrie moderne et scientifique. Jacques Hockman également avait travaillé cette question, décrit les effets du néolibéralisme sur les politiques à propos de l'autisme. Alors on peut toutefois interroger la responsabilité des cliniciens dans cette évolution. Une telle orientation a pu être favorisée par l'apparent dédain de certains psychopathologues pour les fonctions du moi. Les troubles d'édite fonction, dont les troubles instrumentaux, étaient souvent délaissés du fait de leur apparente liaison à des facteurs organiques et en raison de leur aspect déficitaire et mécaniste. Leur prise en charge était alors délaissée par les cliniciens au profit des rééducateurs, dont le travail pouvait être dédaigné, l'absence de reconnaissance de ceux-ci les amenant à renoncer à leur identité et à ambitionner des fonctions thérapeutiques vécues comme plus nobles. Ou alors les troubles instrumentaux étaient systématiquement l'objet d'interprétations psychanalytiques plaquées sur le modèle de la névrose et du conflit intrapsychique, ou encore l'objet de conceptions étiologiques psychogénétiques linéaires basées sur un supposé désir négatif de la mère, ce qui ne leur rendait pas justice et entretenait un climat de suspicion avec les parents.
Il faut toutefois noter que les psychopathologues et les psychanalystes d'enfants les plus sérieux se sont désolidarisés de ces conceptions, comme ce fut le cas de la CIPA à propos de l'autisme. Mais dans un de ces éternels mouvements de balancier qui caractérisent l'histoire, un tout neuropsychologique idéalisé, car source d'attente importante, fait donc suite à un tout psychanalytique, certainement lui-même impérialiste à une époque, dévalorisé et estimé obsolète aujourd'hui. Nous savions pourtant de longue date, et à cet égard l'enseignement de D. Ajuria-Guerra et des fondateurs du XIIIe est fondamental, que dans une perspective dynamique du développement psychique de l'enfant, le domaine des fonctions instrumentales, c'est-à-dire des modes de maîtrise du milieu, des moyens utilisés par un sujet pour se connaître, connaître le monde extérieur, agir sur lui, ne peut être dissocié de la vie affective. L'intrication est en effet serrée entre l'évolution intellectuelle, le développement de la motricité, les acquisitions du langage, les apprentissages, voire leur dysfonctionnement, dans lesquels d'indéniables facteurs organiques peuvent intervenir, et l'ensemble de la vie psychique. Toute fonction, ça a été dit ce matin, bien évidemment, qu'elle soit corporelle, motrice, intellectuelle ou langagière, est inévitablement objet d'investissement narcissique et objectaux par l'enfant et ses parents, dans un jeu relationnel et identificatoire, où le plaisir de la dite fonction occupe une place centrale. L'aspect apparemment déficitaire en équipement de ces troubles instrumentaux et des apprentissages ne doit pas nous faire oublier qu'ils n'en constituent pas moins des solutions défensives, singulières face à des angoisses souvent archaïques, liées à des perturbations dans la constitution des repères identitaires, des assises narcissiques, des prémices de la symbolisation, à des conflits d'ambivalence inhérents à l'investissement relationnel et des problématiques de séparation-perte, et qu'ils entrent ainsi dans des systèmes d'équilibre difficilement mobilisables, où le refus de l'apport de l'autre prend une place conséquente. Dans une enquête de 1998, réalisée à l'aide de la CFTMEA, réalisée par, entre autres, Roger Misès, il fut constaté que la grande majorité des troubles des fonctions instrumentales étaient pris dans des perturbations évolutives complexes, principalement dans des pathologies limites de l'enfance. Il en est d'ailleurs de même pour l'hyperactivité. Selon Misès, dans ces organisations limites, les retards et les disharmonies des grandes fonctions cognitives et instrumentales s'inscrivent dans un processus marqué par les défaillances du narcissisme et de l'auto-érotisme, par les défauts d'élaboration des angoisses dépressives et de séparation, par la précarité du fonctionnement du préconscient. L'enfant est touché dans ses capacités de symbolisation et de représentation, il échoue à penser l'objet absent, et dans le processus d'intégration psyché-soma. Pourtant, des capacités adaptatives peuvent se développer en secteur, à travers un fonctionnement en faux self, ce qui amène l'enfant à consulter tardivement pour des troubles instrumentaux et des troubles des conduites, ayant pesé sur les processus d'apprentissage, alors que la souffrance du sujet et la complexité du problème avaient longtemps été minimisées ou déniées par l'entourage. Il est donc important d'éviter la collusion de déni et de mettre en lumière le processus complexe qui sous-tend de telles difficultés. Alors, « 12 minutes, ça va ? Oui. Bien. Alors, intéressons-nous maintenant au noyau psychopathologique des troubles instrumentaux, tel que l'avait décrit, tel qu'on va le retrouver dans les travaux de Daniel Flagey, et qui était pédopsychiatre et psychanalyste belge spécialiste de ces troubles. Alors on constatera qu'un tel noyau ne procède nullement, enfin la description d'un tel noyau ne procède nullement d'une psychogénèse linéaire, mais d'une intrication complexe entre donc des facteurs psychologiques, cognitifs et cérébraux. Le premier aspect de ce noyau concerne une atteinte importante du narcissisme, affectant à la fois le sentiment d'identité, la position de sujet et l'estime de soi. L'image de soi est selon les degrés de gravité inexistante ou mal constituée, et ces enfants ont le plus grand mal à se percevoir comme sujet de leur action et de leur pensée. Les perturbations de l'investissement narcissique de base, qui permet normalement l'investissement d'un moi unifié et différencié du dehors, laissent le sujet plus ou moins menacé par des angoisses de morcellement, à minima une précarité du sentiment d'identité. Quand le narcissisme primaire, qui renvoie aux notions de cohérence et de permanence, au sentiment d'exister de façon continue, narcissisme issu de relations primitives suffisamment satisfaisantes et sécures avec la mère ou son substitut, bref, quand ce narcissisme primaire est mal assuré,
Les premières explorations du monde s'effectuent dans un climat d'incohérence, altérant la possibilité de coordonner et d'intégrer les expériences sensorielles et motrices à travers lesquelles se construit la représentation du monde extérieur et du corps propre. C'est à ce niveau que prennent racine les troubles de l'organisation psychomotrice, perceptive et cognitive, entrant dans le cadre des disharmonies évolutives, des mécanismes de restructuration ultérieure permettant l'évolution de secteurs sains. Ces failles narcissiques peuvent ne pas altérer gravement les structures cognitives, mais laisser une précarité narcissique telle qu'elle rend ces sujets particulièrement intolérants à toute situation de frustration et d'échec, vécue comme menace identitaire, fragilité jouant un rôle inhibiteur tant au niveau des expériences spontanées qu'au niveau des apprentissages imposés. L'évolution s'effectue alors au hasard des réussites ou des échecs. Des réussites fortuites soutiennent des surinvestissements en secteur, susceptibles de colmater les phases initiales, alors que des échecs contingents renforcent l'inhibition à poursuivre toute expérience dans le secteur en question. Au-delà de leur rôle précoce, c'est bien sûr au niveau des apprentissages scolaires que de telles perturbations sont les plus apparentes. Des difficultés d'organisation perceptive ou d'organisation temporo-spatiale peuvent être potentialisées par les fragilités narcissiques et déboucher sur de véritables dyslexies dysorthographies ou dysgraphies vectrices d'échecs, alors que les sujets au narcissisme sain compenseront aisément ces difficultés. Les premiers restent cramponnés à la nécessité de maintenir un sentiment de toute puissance en utilisant des défenses de type maniaque, évitant la confrontation avec la réalité de leurs limites dans la maîtrise d'un monde extérieur qui se dérobe à leur manipulation. J'ai cité Daniel Flagey. Des difficultés narcissiques de niveau secondaire, l'amour ou l'estime de soi, peuvent ainsi déboucher sur des inhibitions sectorisées. Retenons que ces sujets restent dépendants de leur entourage pour leur régulation narcissique, qui ne peut s'alimenter du dedans, dépendants de la présence réelle d'un personnage gratifiant qui investit leurs activités, ce qui ouvre à toutes les potentialités positives comme négatives en cas de conflictualisation excessive. Plaisir de fonctionnement mental, spécialité 13e, ne se développe pas au mal et la dépendance excessive débouche sur des difficultés d'autonomisation marquées, difficultés potentiellement explosives à l'adolescence, quand les processus adolescents viendront interroger la qualité et la solidité des assises narcissiques et mettre à jour la dépendance inélaborée de l'enfance. Le second point mis en évidence concerne les troubles de la symbolisation, qui recoupent largement celui des troubles instrumentaux. Les troubles de l'organisation perceptive, temporo-spatiale et de l'organisation des chaînes moteurs, donnant lieu aux dyspraxies ou à l'instabilité psychomotrice, s'insèrent généralement dans des contextes de pauvreté fantasmatique, de difficulté à représenter les affects à travers le langage, ou d'autres moyens symboliques comme le jeu ou le dessin ou les épreuves projectives. Le monde interne est souvent pauvre en représentation mentale et les excitations pulsionnelles, non écoulées à travers le filtre de la mentalisation, se déchargent brutalement pour donner lieu aux troubles du comportement, quand elles ne sont pas réprimées et inhibées au risque de la somatisation. Ce fonctionnement proche de la pensée opératoire peut aboutir à un tableau de pseudo-normalité avec troubles cognitifs isolés ou en secteur. Dans d'autres cas, plus franchement perturbés, psychotiques, l'élaboration fantasmatique parfois riche mais envahissante, mal secondarisée, infiltre l'ensemble de la vie mentale et les fonctions cognitives, langagières ou motrices, n'acquièrent guère d'autonomie par rapport aux dangers de morcellement et de destruction du corps propre et du monde externe. Le troisième aspect caractéristique de ce noyau concerne la difficile maîtrise de l'agressivité, fait particulièrement marqué quand la sphère motrice est plus touchée, qu'il s'agisse d'instabilité, de manque de contrôle ou de dyspraxie sur fond d'inhibition. L'enfant suivi en psychothérapie ou en psychomotricité amène alors un matériel fantasmatique frappant par l'intensité de l'agressivité, agressivité ayant bloqué jusque-là l'élaboration fantasmatique, alors que l'exercice moteur était investi d'une charge d'excitation mal modulée ou d'agressivité destructrice massive, donc source de danger plus que de plaisir de fonctionnement. Le déploiement de l'activité motrice peut apparaître pour leurs enfants et leur entourage, pour ces enfants et leur entourage, source de destruction, d'importants conflits mal négociés se scellant autour de la crise d'opposition de la deuxième année et du stade anal, alors que le développement pouvait paraître normal. Le premier développement pouvait paraître normal.
Les failles narcissiques profondes, la non-intégration de l'agressivité archaïque, l'altération de la mentalisation bloquant l'élaboration fantasmatique ne sont pas l'apanage exclusif des enfants présentant des troubles instrumentaux et des apprentissages. Mais ceux-ci apparaissent toujours comme une conséquence possible de difficultés de développement précoce, donc forcément du développement neurologique, à partir desquelles de multiples réorganisations restent possibles en fonction d'un ensemble de facteurs complexes. On voit ainsi que les troubles précoces du développement semblent déboucher sur des organisations très disparates, allant de la psychose infantile manifeste au registre pseudo-normal à fonctionnement opératoire ou en faux self, en passant par les pathologies limites, davantage menacées par les angoisses dépressives, l'insécurité intérieure, les menaces d'intrusion et de perte d'objets, que par les grandes angoisses de néantisation psychotique, qui, elles, sont mieux défendues par le retrait objectal et narcissique. Alors, je vais citer rapidement les travaux de recherche peu connus d'un psychologue, Bernard Jumel, qui a beaucoup travaillé sur la dyslexie. Dans de nombreux travaux de recherche sur la dyslexie et la dysorthographie, il a montré qu'il ne s'agissait pas d'un simple symptôme ou trouble cognitif isolé, mais bien d'une organisation mentale qui va s'exprimer régulièrement dans les tests cognitifs, certes, mais également dans les épreuves projectives et dans les relations avec les adultes, et bien sûr dans le travail cognitif d'apprentissage. Avec une grande régularité, pour ne pas dire monotonie, les enfants dyslexiques dysorthographiques souffrent de ce qu'il appelait, il utilisait une terminologie un peu désuète, qui était celle de Jean-Louis Lang, de prénévrose. On peut tout aussi bien parler de pathologie, limite au sens donné par Mises. Les angoisses primaires de séparation génèrent des mécanismes défensifs du type négation du temps, négation des petites différences, et à la faiblesse représentative interne, fait pendant un surinvestissement perceptif externe, autant de caractéristiques qui vont peser sur le travail cognitif impliqué dans l'acte d'apprendre à lire, dans l'analyse et la synthèse, dans la transposition des graphèmes aux phonèmes et vice-versa. L'enfant dyslexique se comporte vis-à-vis des mots comme il le fait aux épreuves projectives vis-à-vis des planches. Du fait de l'accrochage au percept et de l'idéalisation, il refuse de découper, de segmenter, de mettre en pièces des images ou des mots pour les analyser et les recomposer, conséquence de sa difficulté à appréhender autrement que globalement, à distinguer à partir de détails. Le déficit en voix, vous savez qu'il y a les cognitivistes ont décrit dans des mots un peu savants deux voix pour l'apprentissage de la lecture, une voix d'assemblage où on combine les syllabes et puis une voix d'adressage où il y a une reconnaissance photographique de l'image du mot. Et on constate qu'il y a souvent un déficit en voie d'assemblage dans la combinaison et de relativement bonne performance dans la voie d'adressage. Alors pour lui, ces constats découlent de ce qui précède. Les confusions ou erreurs par proximité géographique, B, D par exemple, ou phonétique, en, on, procèdent d'un effacement, déni des différences, des petites différences qu'il est facile de rapporter à l'ansa de l'angoisse de castration et à la névrotisation des conflits, et donc à l'angoisse de séparation. Les troubles de l'attention et de la concentration, souvent évoqués, sont le fait du besoin de fuir les représentations mentales, fuir l'intériorité insécure ou dangereuse, et de balayer très vite les tâches qui seraient susceptibles de les évoquer, ce qui recoupe la notion de défense maniaque. Je cite très brièvement Amalia, une fillette de 9 ans que j'ai vue en bilan psychologique, et elle me dit à la planche 2 du TAT, pour justifier son inhibition, donc la planche 2 du TAT, elle met en scène 3 personnages, donc une jeune femme qui a des livres dans un premier plan, une femme adossée à un arbre, voilà, qui va être interprétée généralement comme la mère, et puis un personnage masculin au fond de l'image en train de labourer un champ. Alors elle me dit, donc elle est inhibée, et pour justifier son inhibition, elle me dit « En fait, ces images, elles sont compliquées, car il peut se passer des choses que je ne connais pas. » Lors de l'entretien de restitution, je lui parlerai de sa gêne à imaginer, et elle me fera cette sortie remarquable d'intuition de son dysfonctionnement. Ils disent des choses qui sont assez incroyables, parfois, les enfants. « Si je devais voir en imagination, je ne verrais pas la lumière. » Je répète. Si je devais voir en imagination, je ne verrais pas la lumière. Il s'agit bien de stratégie défensive, ici contre la perte de vue,
mise en œuvre dans la cognition, mais également dans la relation à l'adulte. Ces enfants sont régulièrement décrits comme peu autonomes, dépendants de l'adulte pour travailler, gentils, mais passivement opposants. Ils sont contre, tout contre, mais restent collés à l'adulte du fait des angoisses de séparation ou perte. Je conclus en posant la question, comment soutenir l'approche psychopathologique ? Il me semble que du point de vue politique, il faut certainement être plus présent et visible dans l'espace public et militer tranquillement mais fermement pour récuser les accusations mensongères et malveillantes portées à l'égard de la psychopathologie clinique et de la psychanalyse. On est quelques-uns à avoir souffert à l'université, on ne peut pas tout raconter, mais on est en procès. Bon, voilà. Avec certains, il y a des diffamations, c'est enregistré, donc je ne vais pas citer de nom, mais il y a des gens qui diffament ouvertement la psychopathologie psychanalytique, qui disent que c'est une fausse science, du pipi de chat, etc., que la psychanalyse n'a pas fait la preuve de son efficacité. Tout ça, c'est faux scientifiquement. Et je ne cesse de le dire à mes étudiants, voilà, dans les conférences, il faut rétorquer, il faut dire non. Quelles sont vos sources quand l'ARS vous dit non, mais vous n'avez pas fait la preuve de l'efficacité? Demandez-leur leurs sources scientifiques. Ils n'en ont pas. Par contre, nous en avons. Nous avons aujourd'hui, il y a des dizaines de travaux, d'articles qui montrent évidemment l'efficacité des psychothérapies psychanalytiques. Voilà, en particulier Thomas Rabeyron dans l'évolution psychiatrique, mais il y en a d'autres. Il faut soutenir également la perspective de la pensée complexe, soutenir la transmission de la pensée clinique perdue ou occultée. Du point de vue épistémologique, l'interaction entre cognition et affectivité est telle qu'il est non seulement difficile, voire inutile selon nous, de disserter sur l'origine ultime du trouble, car il s'agit d'une perte de temps qui masque l'essentiel et aboutit souvent à multiplier les examens au risque d'une testologie, l'enfant s'effaçant derrière la méthode. C'est la raison pour laquelle nous nous écartons tant des conceptions des neuropsychologues que de certains psychanalystes quand ceux-ci cherchent absolument à définir des liens de causalité linéaires et à baser leur description clinique sur une hypothèse étiologique. Du point de vue pratique, il est essentiel de prendre en compte la dimension clinique, évidemment, le sujet, son environnement dans sa totalité, dans sa singularité, saisie dans son associativité, en particulier les aspects fonctionnels défensifs, homéostatiques, qui, non pris en compte, limitent les seules prises en charge symptomatiques et désespèrent les praticiens. Ainsi, le temps de l'analyse psychopathologique reste à côté de l'approche neuropsychologique essentielle pour éviter la collusion entre un abord réducteur et le déni du monde interne, analyse seule à même de soutenir un abord thérapeutique diversifié, réfléchi et efficace. Alors pour ce faire, il importe de décloisonner les bilans et les prises en charge isolées, sans lien, d'assurer un travail en réseau, ce que font généralement les CMP et les CMPP. Je vous assure que sur le terrain, ça se perd. Ajoutons que la prise en compte de la dimension clinique ne relève pas au niveau pratique et de loin à la seule indication stéréotypée de psychothérapie individuelle. Avec Loïc, j'ai suivi l'enseignement de Michel Audy, j'ai refusé de rajouter une séance de psychothérapie à un emploi du temps déjà bien chargé, mais j'ai opté pour des consultations thérapeutiques familiales. Enfin, la mise en place de médiation groupale soutenant les processus de pensée s'avère aujourd'hui une voie féconde, apte à s'ajuster aux besoins de ses patients en difficulté de symbolisation d'expériences subjectives. Voilà, je vous remercie de votre attention.